réveil de l'info. C'est Atlantique Radio. 8h19, les décodeurs, jusqu'à 9h30 dans la matinale d'Atlantique Radio avec, il est arrivé, Saïd Youssef, professeur universitaire en économie à l'université Hassan II de Casablanca et consultant en management des entreprises. Monsieur Youssef, bonjour. Bonjour Monsieur Franck, merci pour l'invitation. Écoutez, c'est avec plaisir évidemment, puis surtout vous allez nous éclairer aujourd'hui. Là, on a besoin de votre éclairage pour beaucoup de choses. On va parler d'enseignement supérieur dans quelques minutes. Et puis, Taïb Aïs sera avec nous, économiste, expert comptable. On parlera aussi de fiscalité 2026, puisque ça y est, ce projet de loi de finances pour 2026 a été adopté. Donc, il y a quelques nouveautés. On essaiera d'en parler. Mais moi, je voulais commencer par deux actus qui vous concerne. On va commencer par celle-ci. Les propos du ministre délégué chargé du budget, Fauzi Lekja, devant le Conseil des conseillers, qui a affirmé que l'impôt peut être recouvré maintenant, quel que soit le temps écoulé. Et ça a suscité un vif débat dans les milieux juridiques et financiers au Maroc. Selon le ministre, l'impôt n'est pas soumis à la prescription, même après un siècle, soulignant qu'il ne s'agit pas d'un acte criminel susceptible de prescription, ce qui a été jugé par de nombreux experts comme contraire aux règles juridiques marocaines en vigueur. Quel est votre avis là-dessus ? Peut-être c'est un débat politique, mais les textes sont là. En tout cas, les textes sont là. C'était une phrase. C'était un peu peut-être de provocation ou je ne sais pas. Oui. Mais on doit rester dans le vif et dans l'esprit du texte. Les textes sont clairs, les délais de prescription, on est dans un état de droit. Exactement. Il y a des délais à respecter avec le contribuable, et même au niveau du tribunal, il y a des délais, et donc on est un état de droit. Et peut-être c'est juste une façon de parler. Aujourd'hui, il y a beaucoup de débats au niveau du Parlement. Il y a beaucoup de polémiques. Peut-être qu'on est en train de préparer les élections et je vois que c'est naturel qu'on a ce genre de débat. Mais quel message, en disant quelque chose comme ça, quel message on va envoyer ? Il n'y a pas de message. Moi, à mon sens, les textes ils sont ce qu'ils sont. La prescription existe, il y a le respect des délais. On est en état de droit et le droit protège les obligations de l'État, mais aussi les devoirs et les droits du contribuable et du citoyen. Et à mon sens, il y a toujours des délais de prescription par matière de contrôle, il y a 4 ans. Donc ça, peut-être... On en a déjà parlé dans ce PLF 2026. Il y avait la volonté de récupérer de l'argent, en fait, avec... la retenue à la source. Avec la retenue à la source, on l'a dit. Donc ça... Je dirais c'est peut-être pour aller plus loin aussi dans cette... Oui, mais là, c'est un système qui a ses limites. Le gouvernement doit comprendre, il faut générer des recettes supplémentaires, c'est une bonne chose. Il faut lutter contre la fraude fiscale, mais on doit comprendre que la pression fiscale a ses limites. Lorsqu'on parle, surtout si on veut parler uniquement de l'impôt, et on connaît bien l'adage qui dit « trop d'impôts ». Tue l'impôt. Donc lorsqu'on veut augmenter les recettes, il faut être imaginatif, il faut proposer des solutions fiscales, il faut proposer des montages au niveau de la loi de finances, mais à un certain niveau, il faut bien réfléchir. Parce que c'est vrai, la retenue à la source, c'était un moyen, mais là, on en avait déjà discuté, et là, c'est limite. Il y a l'autre face de la médaille qu'il faut intégrer dans le système. Donc c'est vrai, aujourd'hui, le projet de loi de finances 2026 a instauré la retenue à la source, a instauré une autre retenue en matière de revenus locatifs. C'est une bonne chose, mais il faut aller doucement, avec plus de communication avec le contribuable, et surtout, il faut comprendre une chose importante. Pour augmenter les recettes fiscales, il n'y a pas 36 000 solutions. Il faut élargir l'assiette. Et il faut réduire les taux d'impôt. Ça, c'est le grand débat qu'on doit mener aujourd'hui. Avec le taux d'hier, le taux plafonné d'hier, c'est 37%. Donc, on ne peut pas augmenter de cette façon les recettes fiscales. On ne peut pas augmenter avec un taux de 20%, même pour les très petites entreprises en matière d'IS. Il faudrait quoi ? Il faut réduire et élargir, parce que c'est logique. Lorsqu'on augmente les taux d'impôt, lorsqu'on met plus de pression fiscale, les gens, qu'est-ce qu'ils font ? Ils réinvestissent ils se dirigent vers le secteur informel et ils ont tendance à
à faire beaucoup plus d'optimisation fiscale. Et c'est là le grand débat qu'il faut mener avec courage, avec prospectivité, et avec esprit d'analyse avec tous les partenaires économiques. Y compris pour encourager l'investissement et même l'investissement étranger d'ailleurs. Oui, l'investissement étranger c'est important. Aujourd'hui, j'ai réfléchi aujourd'hui, les banques, on leur demande un taux de 40% d'IS, et ça risque de bloquer l'installation des grandes entreprises. Aujourd'hui, on a tendance à surtaxer les grandes structures. C'est vrai, le taux d'impôt doit être raisonnable et élargissant l'assiette de taxation. D'accord. C'est un grand débat qu'il faut aujourd'hui mener. C'est vrai, il faut intégrer progressivement le secteur informel. Il faut améliorer les recettes fiscales, mais il n'y a pas 36 000 solutions. Aujourd'hui, on ne doit pas croire que ce qui permet d'améliorer encore les recettes fiscales, c'est aussi avoir un taux de croissance important. On ne doit pas... On en revient toujours à la croissance, à ce taux de croissance. Il faut créer plus de richesse. Voilà. Et ce sont les entreprises qui créent la machine économique, qui créent la richesse. Et pour protéger cette machine, il faut lui donner de l'espace, il faut lui donner de l'oxygène pour continuer à fonctionner. Parce que pérenniser la machine économique nécessite aussi, pas uniquement un prélèvement fiscal, mais aussi du soutien, une compréhension. On ne cesse de le dire, 90% du tissu économique est formé de micro-entreprises, de PME. Le secteur informel, c'est un tiers de l'économie nationale. Donc, grand débat, comment intégrer cette partie qui est importante de l'économie nationale, qui crée plus de richesses, qui crée plus d'emplois, qui est résiliente dans la sphère économique réelle. C'est un débat réel. Et à mon sens, il faudra attendre le projet de loi de finances 2027 pour ça. Parce que je vous rappelle quand même qu'en 2026, il n'y a pas que la Coupe du Monde et la participation du Maroc à la Coupe du Monde. Il y a aussi les élections. Et politiquement, d'ailleurs, est-ce que c'est un bon signal qu'on envoie quand on est ministre délégué chargé du budget en parlant de cette façon aux citoyens? Est-ce que... Vous disiez tout à l'heure que c'était un langage politique. Un langage, je dirais, politique. Il faut attendre les textes. Est-ce qu'on va les intégrer ou non et comment? Il y a aujourd'hui les préparations des élections. Je trouve que naturellement, il y aura beaucoup de débats. Il y a beaucoup de polémiques entre les partis politiques, même au niveau des parlements. C'est une bonne chose. Mais continuons à le faire, mais sur des programmes qui permettent de mettre en application la vision royale. La vision royale en la matière est claire. La croissance, l'équité, le territoire. Mais la vision royale est toujours claire, en fait. Bon, bien sûr. Mais après, c'est compliqué. L'édition 2024 des comptes nationaux. Après, on parlera d'enseignement dans la deuxième partie, mais l'édition 2024 des comptes nationaux est sortie. Le PIB est en hausse de 7,9%. L'investissement des entreprises progresse de 19,9%. Les chiffres sont plutôt bons, d'ailleurs. Les ménages captent 63% du revenu national et regagnent du pouvoir d'achat. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? On est dans une dynamique de croissance. Le Maroc est à la veille d'un grand chantier que celui de la Cannes en quelques jours, à Cannes, la Coupe d'Afrique 2030, donc ça générait beaucoup d'investissements, on attire beaucoup plus de touristes, donc il y a de la richesse qui est créée. Oui. Le PIB, il peut être beaucoup plus important si on n'était pas l'année dernière on n'a pas traversé une année de sécheresse. Encore cette année, les précipitations ne sont pas importantes. Donc, les chiffres sont bons, mais il y a toujours cette dépendance de la pluviométrie qui apparaît. D'accord. La production agricole, lorsqu'il baisse, automatiquement, il impacte le PIB, il impacte le taux de croissance. Et on l'a toujours dit, pour être dans la dynamique d'un pays émergent, on doit être dans des taux de croissance de 6-7%. On est encore loin. On est à combien là, actuellement? Ça dépend des chiffres. Parfois on parle de 2,5, 2,4, 2,3. Ça change pendant d'un mois à un autre. Mais on est aux alentours de 3% avec un objectif d'aller à 4%, alors que là réellement on doit viser 6-7% si on veut. Ça veut dire qu'on doit doubler, mais c'est pas évident. C'est pas évident. La structure économique aujourd'hui ne le permet pas. Le contexte économique ne le permet pas. Il faut être plus imaginatif. Il faut créer plus de niches de création de la valeur. Il faut libérer les potentialités économiques du Maroc. Est-ce que les politiques sont capables de faire ça tout seuls?
Il y a les politiques, mais il y a les parties prenantes. Il ne faut pas oublier, lorsque le gouvernement gère, il y a des parties prenantes. C'est le patronat, les syndicats, les associations, les ONG. C'est l'affaire de tout le monde. Voilà, c'est l'affaire de tous les citoyens. Voilà. Et le travail doit être beaucoup plus global et beaucoup plus systémique. Allez, on se retrouve après les infos de Karim Droné pour parler d'enseignement supérieur. Le réveil de l'info. C'est Atlantique Radio. Les décodeurs reprennent dans la matinale d'Atlantique Radio avec nos deux décodeurs d'aujourd'hui. Saïd Youssef, professeur universitaire en économie à l'université Hassan II de Casablanca et consultant en management des entreprises, et Taïb Aïs, économiste, expert comptable. Bonjour monsieur Aïs, comment allez-vous? Bonjour Franck, bonjour. Est-ce que vous nous avez écouté dans les embouteillages? Oui, bien sûr, avec plaisir. Donc bien vous sûr. avez partagé ce que Saïd Youssef, l'analyse de Saïd Youssef ou pas? Oui, bien sûr, avec Bon, Saïd, on est toujours globalement d'accord. On partage beaucoup de choses. Alors, mais on discute aussi. Ouais. Ça c'est très bien la discussion. C'est le plus important. Ouais. Exactement. On va parler d'enseignement supérieur. Quel modèle pour quel résultat? L'enseignement supérieur marocain se trouve aujourd'hui un peu à la croisée des chemins, confronté à des défis structurels, qualité de la formation, adéquation aux besoins du marché, du travail, recherche scientifique, inégalité territoriale, montée des exigences internationales. Le système universitaire est engagé dans un vaste chantier de réforme. On va en parler aujourd'hui. Alors vous savez, j'ai fait un petit exercice là il y a à peu près 5 minutes parce que hier j'ai beaucoup travaillé sur les volontés, on va dire, du ministre concernant l'enseignement supérieur. Il y a énormément de choses. Et je me suis dit, je vais demander à l'intelligence artificielle de me faire un petit SWOT de l'enseignement supérieur au Maroc. Et c'est assez intéressant. Alors bon, c'est un peu long, mais SWOT, pour ceux qui auraient vécu dans une grotte ces 50 dernières années, c'est on fait quatre colonnes, hein, force, faiblesse, opportunité et menace. On y va avec les forces. J'y vais rapidement. Hein. Volonté politique affirmée. Donc réforme engagée, réseau d'universités publiques denses couvrant l'ensemble du territoire, montée en puissance des universités privées qui diversifie l'offre et renforce la concurrence qualitative, dynamique de recherche émergente dans certains domaines, ingénierie, IA, santé, agriculture, attractivité croissante pour les étudiants africains, coopération sud-sud, etc. Les faiblesses, c'est ça qui va nous intéresser, à mon avis. Surpopulation dans les établissements à accès ouvert, droit, économie, lettres, entraînant un encadrement insuffisant, pédagogie encore peu modernisée, faible digitalisation réelle, méthode traditionnelle, manque de formation continue des enseignants, inadéquation entre diplôme et marché du travail dans plusieurs filières, financement limité face aux besoins de modernisation et d'innovation, gouvernance complexe et lenteur administrative freinant l'agilité du système. C'est pas mal, non? Ouais. Diagnostic. Ouais. Diagnostic bien fait. Ouais. Je continue sur les opportunités? C'est bon. Non, c'est bon, on va y aller. Hein. Donc, en ce moment, je l'ai dit, à la croisée des chemins, c'est-à-dire que le ministre a déclaré beaucoup de choses, a déclaré surtout qu'il allait réformer l'enseignement supérieur. Quels sont, à votre avis, les axes les plus importants? Vous qui êtes à l'intérieur du système. Hein. Oui, il faut reconnaître qu'il y a un effort de refonte. Il faut le dire quand même. De grands projets lancés, déjà par l'ex-ministre M. Meraoui, et que l'actuel ministre, M. Midaoui, continue dans la même logique. Donc une logique de modernisation, une logique de refonte, une logique de mettre les moyens et une logique d'amélioration de la gouvernance. Donc il y a des textes derrière, et d'ailleurs la loi 59-24 apporte beaucoup de choses. Plus d'autonomie, plus de territoire, plus de management à l'intérieur, l'amélioration de la gouvernance, plus de moyens alloués, l'aspect contractuel, le volet linguistique avec une souveraineté. Donc il y a des projets qui sont importants, qui sont mis actuellement au niveau de toutes les universités. Les universités au Maroc aujourd'hui, lorsqu'on parle de l'université publique, c'est 1,4 million presque d'étudiants. Hein. Oui. C'est presque 12 grandes universités.
c'est des milliers d'étudiants dans des champs divers. Et donc, actuellement, à mon sens, notre objectif maintenant, c'est beaucoup plus mettre le point, ce qu'il faut améliorer, quels sont les challenges de l'enseignement universitaire aujourd'hui au Maroc, comment le moderniser davantage et comment benchmarker par rapport à des expériences internationales. Voilà un peu Monsieur Miraoui, le précédent ministre, avait une expérience française notamment, et il a quand même pas mal benchmarké en arrivant ici. Oui, le benchmark, même avec l'actuel ministre, on est dedans, on est dans un benchmark permanent. Hein. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, quels sont les points d'amélioration. Là où vous avez évoqué l'employabilité, oui. C'est un problème. Oui. Vous avez parlé des effectifs qui sont gérés par l'enseignement supérieur. Au niveau des établissements à accès ouvert, aujourd'hui, les professeurs-chercheurs, les doyens, les présidents gèrent des milliers d'étudiants avec des moyens qui ne suivent pas forcément. Et donc, à mon sens aujourd'hui, c'est le moment fort de repenser encore une fois, surtout avec le nouveau projet de loi 59-24, qui va apporter des pistes d'amélioration. Moi, en réfléchissant un peu et en essayant de sortir un peu, puisque je fais partie du système, puisque je suis enseignant universitaire depuis une trentaine d'années, spécialisé dans le pilotage de la performance, je vais vous dire que... Vous avez vécu un changement quand même. Oui. Une évolution. Moi, j'ai commencé ma carrière en 1995, donc j'ai vécu toutes les expériences. L'enseignement de masse, la business school, les écoles d'ingénieurs. Donc, je vais vous dire que la grande problématique aujourd'hui, c'est qu'il faut revoir, et d'ailleurs, c'est l'esprit de la loi 59-24, là où le volet gouvernance 1. 2, plus de pilotage stratégique dans la mise en application des politiques de l'enseignement supérieur. Et 3, encore plus de benchmark. Rapidement, plus d'ouverture avec le milieu professionnel, genre CGM. Le volet contractuel avec la CGM qui manque aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de rapprochement. De ce côté professionnalisant. Professionnel. Et d'ailleurs, aujourd'hui, les universités japonaises, par exemple, 70% des grandes entreprises ont des relations directes avec les universités au Japon. Et on crée des milliers de brevets par an grâce à ce partenariat. Donc, à mon sens, aujourd'hui, les textes sont là. Il faut passer à l'action avec plus de suivi, plus de pilotage, Et d'ailleurs, dans l'esprit de la nouvelle loi, on parle de performance des universités. Et ça, c'est nouveau. Oui. Taïbès. Oui, en fait, la problématique de l'enseignement au Maroc aujourd'hui, c'est justement comment empêcher que cet enseignement, à l'image du reste du pays, marche à 2 vitesses, voire à plusieurs vitesses. Vous avez effectivement l'enseignement public, vous avez l'enseignement privé, mais déjà au sein de l'enseignement public, vous avez les facultés à accès ouvert et les grandes écoles à accès avec concours. Donc déjà, il y a un problème à ce niveau-là. En fait, la philosophie sur laquelle il va falloir se baser et adopter au Maroc, c'est des choix politiques et sociétaux. Est-ce qu'on garde un enseignement public ouvert et gratuit pour l'ensemble de la population marocaine? C'est un point très important. C'est le point sensible en fait. Ou alors, est-ce qu'on va faire payer les gens et donc du coup éloigner toute une couche de la population, ça veut dire en fait les fils des pauvres qu'on va éloigner de l'enseignement. Des gens qui ne peuvent pas... Voilà, qui ne peuvent pas payer. Donc en fait, c'est ça la grande question. Et donc les philosophies tournent autour de cela globalement. Alors que, justement, pour construire un pays stable, homogène au niveau culturel, etc., nous devons avoir une grande école publique ouverte, gratuite et ouverte pour l'ensemble de la population. Pourquoi? Parce qu'en fait, il ne faut pas regarder à l'école, il ne faut pas regarder la poche des parents. Il faut surtout regarder les enfants et les élèves, les étudiants. C'est les enfants du Maroc qui ont le droit d'être formés, d'avoir une excellente formation
gratuite oui, pour tout le monde. Mais si on se pose la question... que le père soit riche ou pauvre, l'enfant doit avoir la même formation. Et qu'ils viennent de partout, d'ailleurs, Exactement. au Maroc. Si on se pose la question sur la gratuité, c'est qu'il y a une autre proposition Aujourd'hui, la gratuité de l'enseignement public est assurée au niveau de l'université publique marocaine. Il y a un projet de formation à temps aménagé, c'est pour des professionnels qui travaillent et pour lesquels l'université prévoit des formations de soir ou de week-end. Exactement. Et donc logiquement, ils ont une contribution au niveau de certaines universités. Il ne faut pas que ces coûts soient prohibitifs, voilà, c'est ça. En fonction, bien sûr, des tarifs qui sont symboliques, en fonction du salaire de la personne concernée. Mais pour les étudiants, pour la formation du jour, c'est encore gratuit et c'est garanti d'après les propos du ministre. Mais au-delà de ça, et M. Harris l'a bien expliqué, et Sa Majesté l'a déclaré, on ne veut pas un Maroc à double vitesse. Ben, je vous dirais encore, on ne veut pas une université à double vitesse. Parce qu'aujourd'hui, l'effort fourni par le département de l'enseignement supérieur public, c'est pour améliorer, c'est pour garantir le standard au niveau de l'université publique. Parce qu'on ne veut pas avoir une école privée qui a tous les moyens et une école publique qui a un problème de ressources, un problème. Et donc c'est un grand débat aujourd'hui qu'on doit mener pour dire, et je partage, que l'université n'est pas une entreprise. L'université est là pour former, enseigner le citoyen de demain. Et ça, c'est la grande préoccupation. Il y a un système qui fonctionne aux États-Unis, qui fonctionne dans certains pays européens, c'est les partenariats publics-privés. Oui. Bon. Donc, oui, on peut innover au niveau des financements, au niveau des partenariats, etc. Effectivement, il va falloir innover à ce niveau-là. Vous savez, aux États-Unis, effectivement, moi j'étais aux États-Unis, j'ai vu beaucoup d'entreprises et beaucoup de centres de recherche qui sont sous forme de fondations à but non lucratif. Exactement. Et donc, en fait, ce système, c'est un système qui est marocain. Initialement, c'est le WAQF. Ouais. En fait, le WAQF, et les Américains l'ont repris d'une façon efficace. Le WAQF, ça veut dire quoi? Ça veut dire, en fait, c'est des gens qui ont des fortunes, qui vont arrêter donc leur fortune pour une cause noble, telle que l'enseignement, et même les hôpitaux, même les grands centres de recherche aux États-Unis et en Amérique du Nord en général. Et ils sont donc, c'est des fondations qui sont basées sur ce genre de mécanisme. On peut effectivement l'introduire au Maroc. Donc il y a encore un grand problème au Maroc à avoir cette question de WAQF qu'il va falloir moderniser et développer et ouvrir justement à WAQF privé au lieu de que ça reste WAQF public. Et donc là, c'est une des modèles de financement. Mais il n'y a pas que. Donc l'État a déjà un grand budget important pour l'enseignement. Déjà, il va falloir en fait optimiser ce grand budget et justement revoir, comme a dit Saïd, comme a dit Youssef, et voir donc le côté de la gouvernance. Donc, et cette dernière loi, effectivement, parle beaucoup donc d'indépendance, d'autonomie, etc. Donc des universités, ce qui est important. Donc il va falloir avoir des universités fortes, autonomes, et où la direction est collégiale entre le staff administratif, le top management, les enseignants, les étudiants, et donc associer tout ce monde-là pour justement bien gérer l'entreprise et de façon à avoir des grandes universités marocaines qui doivent être confrontées et être concurrencées au niveau international. Ça veut dire avoir un rang au niveau international qui est important quand même. Maintenant, il y a très peu d'entreprises, enfin des universités marocaines qui sont bien cotées et bien classées au niveau international. Là aussi, il va falloir en fait tirer la sonnette sur un point important, c'est les étudiants marocains qui font leurs études à l'étranger. Donc il n'y a pas que deux vitesses, c'est plusieurs vitesses en fait. Ouais. Il y a des étudiants qui font leur école dans les universités ouvertes au Maroc. Il y a d'autres toujours publiques, mais des écoles à accès de concours. Il y a d'autres qui font leurs études au niveau de l'université
privées au Maroc, mais il y a d'autres qui font leurs études au niveau à l'international, soit en Europe occidentale, soit en Amérique du Nord, soit à l'Europe de l'Est. Donc il y a tout cela qu'il va falloir en fait gérer. Ainsi, on voit que nous avons plusieurs vitesses, c'est pas seulement 2 vitesses, mais plusieurs vitesses. Il va falloir homogénéiser tout cela. Ça fait beaucoup de vitesses quand même. Là. Oui, exactement, exactement. Il va falloir homogénéiser tout cela pour justement avoir des étudiants, enfin des lauréats qui parlent le même langage entre eux. Sinon, ça va être compliqué de créer, de bâtir une société, la société de demain. Vous voulez rajouter quelque chose ? Oui. Et après, on parlera d'innovation et de recherche. Ouais, je dirais qu'aujourd'hui, les classements mondiaux sont clairs. Le classement Time parle de critères. Il faut être meilleur en enseignement, en recherche, en innovation, en impact. Et il faut retravailler sur ces dimensions. Mais le grand débat aujourd'hui, que faut-il faire rapidement pour garantir, parce que c'est un défi aujourd'hui pour l'enseignement public. L'université publique forme les citoyens de demain. Et on doit se poser une grande question. Quel citoyen ? Par quelle université ? Par quel style de management ? Et ça, c'est très important. Et d'ailleurs, il ne faut pas voir uniquement, et vous l'avez bien évoqué, nous avons aujourd'hui plusieurs systèmes d'enseignement d'université. Donc, le citoyen doit avoir un enseignement de qualité pour former le manager, le citoyen de demain. Et d'ailleurs, tout passe par la recherche, tout passe par l'enseignement. Alors justement, la recherche, innovation, ce sont des domaines où, au Maroc, on met toujours peut mieux faire. Comment gérer ça et quelle place justement pour cette recherche, l'innovation dans le modèle de l'université de demain, ou très rapidement en tout cas? Déjà, le Maroc, ce que consacre le Maroc en tant que pays à la recherche et développement est très faible. C'est 0,7% du PIB. Exactement. Alors qu'on devrait arriver à 2,2%. Et l'université devrait être un peu le poumon de tout ça. Exactement. Et effectivement, l'université, c'est la plateforme où devrait se faire justement la recherche et le développement. Mais ça ne peut se faire que, comme Youssef l'a dit, il va falloir en fait avoir des partenariats entre l'université et le monde des affaires, entre l'université et les sociétés. Ça commence un peu à se faire à travers les centres techniques. Nous avons aujourd'hui des centres techniques où les universités travaillent en partenariat avec les grandes entreprises selon les domaines. Vous avez la plasturgie, vous avez la chimie, ainsi de suite. Et donc ces centres techniques commencent à bien fonctionner. Et c'est un bon modèle, mais qu'il va falloir en fait développer, quadrupler, mettre dans toutes les régions, etc. Aujourd'hui, ça existe uniquement à Casablanca, mais ça pourrait justement être régionalisé et avoir donc cette recherche et développement dans l'ensemble des régions. Là aussi, il y a un grand problème au niveau de la régionalisation, puisqu'en fait, au niveau de la formation, nous avons encore une grande disparité, une absence de justice régionale et territoriale entre les différentes régions au niveau des universités. Moi, je me dis que le ministre ne doit pas dormir sur ses deux oreilles chaque nuit parce que ça fait beaucoup de choses à faire. On va rester un tout petit peu sur l'enseignement supérieur après les informations de Mourad Baba, parce que je voudrais vous interroger sur la gouvernance et la formation. Des fois, il faudrait avoir des cerveaux de rechange ou 2 cerveaux qui fonctionnent comme ça simultanément, ce serait bien. Les 2 décodeurs du jour, Saïd Youssef, professeur universitaire en économie, consultant en management des entreprises, et puis Taïb Aïs, économiste et expert comptable. Je voulais qu'on en termine avec ce débat assez riche en fait sur l'enseignement supérieur, même s'il y a tellement de choses à dire sur finalement. La semaine dernière, on a parlé du renouveau du secteur de la santé et on a parlé de gouvernance. Et à chaque fois, on revient à la gouvernance. En ce qui concerne la gouvernance on va dire des universités ou de cet enseignement supérieur 3.0 ou 4.0, qu'en est-il ? Est-ce qu'on peut dire quelque chose ? Est-ce qu'il faut améliorer cette gouvernance ? Le projet de loi 59-24, avec les amendements qui nécessiteront une implication des parties prenantes,
une implication des syndicats, des administratifs, de l'étudiant, permettra certainement une amélioration de la gouvernance. Donc lorsqu'on parle de la gouvernance de l'université de façon générale, on parle tout simplement d'une gestion comme on le fait au niveau du privé. Il faut qu'il y ait, par exemple, plus de participation, plus de délégation du pouvoir. Aujourd'hui, en termes de gouvernance, parmi les points à améliorer, c'est la mise en application de l'autonomie de l'université. Aujourd'hui, au niveau des budgets, certes, il y a une autonomie, mais il y a beaucoup plus de contrôle. D'accord ? Donc, ce contrôle préalable ne permet pas véritablement de réaliser les objectifs de l'université. Deux, lorsqu'on parle de la gouvernance, c'est qu'il faut qu'il y ait des plans de développement stratégique de chaque université. C'est le point qui manque aujourd'hui, c'est le suivi des politiques de développement de chaque université. Oui, oui. Et d'ailleurs, dans certaines universités, il y avait beaucoup de retard et il a fallu l'intervention de l'actuel ministre de l'enseignement supérieur pour mettre les choses sur les rails. Trois, parmi les choses, c'est comment impliquer les parties prenantes. Parce que lorsqu'on parle de management, l'université, c'est le territoire. C'est les organismes, c'est la CGM, c'est la région. Comment les impliquer davantage dans la réalisation de la mission stratégique de... Quatrième élément qui est important, c'est comment gérer l'international. Je vais vous donner des chiffres. Aujourd'hui, en Allemagne, les internationaux, c'est quelque chose comme 400 000 étudiants. En Corée du Sud, 320 millions d'étudiants à l'international. On ne peut pas aujourd'hui développer une université publique si on ne met pas une dose à l'international. Des étudiants qui viennent de l'étranger, qui poursuivent leurs étudiants au Maroc. Pourquoi ? Parce que déjà, ça génère des recettes et des revenus, parce que ce n'est pas gratuit pour l'université. Et deux, ça nous permet de challenger à l'international. Et nous l'avons déjà dit aujourd'hui, ce mariage, cette relation étroite qui doit exister entre le milieu socio-professionnel et l'université. Au Japon, 70% des grandes entreprises sont étroitement liées avec des accords de partenariat avec l'université. Donc on en revient au benchmark dont on parlait le benchmark est là, tout à l'heure. Il faut le mettre en application, mais avec beaucoup d'adaptation au modèle marocain. Taïbès. Oui, effectivement, il faudrait... Vous savez, les universités au Maroc reçoivent beaucoup d'argent de l'État. Il y a un contrat-programme entre l'État et les universités. Ce qui manque, c'est le suivi, justement, des résultats de ce contrat-programme. Quand je vous donne de l'argent, il va falloir atteindre des résultats. Donc, il va falloir juger sur les résultats et faire, justement, ce suivi. Ce qui se passe en général, c'est qu'on donne de l'argent et puis chacun gère comme il veut. Il faudrait ce contrôle a posteriori. Au lieu d'avoir un contrôle a priori, mettre en place un contrôle a posteriori basé sur les résultats. Et donc cette délégation de pouvoir et de financement, mais avec résultat, avec un suivi de résultats, c'est très très important. Et d'ailleurs, la capacité managériale des universités est jugée sur cela. Les universités, effectivement, doivent avoir une autonomie de gestion, ce qui est important, mais ils doivent aussi réaliser des résultats en termes de quantité et en termes de qualité. Il y a aussi une autre problématique, c'est moderniser la gestion. J'ai vu le cas d'une université où on avait un grand problème de salles pour les cours. Il n'y avait pratiquement pas de salle. Et puis, il y a un doyen qui a introduit un logiciel de gestion de salles. Et du coup, on n'a plus de problème. Et même, il est même arrivé à fermer tout un pavillon. Parce que c'était tellement bien géré, chaque professeur réservait la salle et donc avec un système d'intelligence artificielle, on arrive à optimiser au maximum. Ce qui fait on a fermé tout un pavillon tout le monde était bien logé. Il y avait plus avant on faisait des cours même le soir très tard, même le samedi et dimanche, etc. le week-end. Avec ce système, ils ont pu régler le problème et avoir des cours en temps normal pour les étudiants. Ça, c'est important. Donc, en fait, moderniser aussi la gestion des universités. La gérer comme une entreprise privée, oui, non.
Oui et non en même temps. Pourquoi? Oui, c'est important de mettre les différents mécanismes de bonne gestion moderne, mais toujours en gardant à l'esprit que l'université, c'est d'abord un service public. Ça a une mission d'utilité publique. Et ça, c'est très important. Tout en s'intéressant aux résultats, au niveau de la quantité, mais aussi au niveau de la qualité. Il va falloir en fait avoir des étudiants de qualité. Et donc tout cela, ça vient du management. Ça vient du management, ça vient de l'optimisation du management, l'optimisation des fonds qui sont réservés à l'université. Il faut savoir qu'au Maroc, les fonds sont importants. Les fonds qui sont réservés à l'université sont très très importants, mais on n'arrive pas à avoir de résultats escomptés. C'est ça en fait la grande problématique. Et sur ce point-là, effectivement, il va falloir travailler aussi bien le corps professoral, la direction, mais aussi les étudiants. Il va falloir aussi associer les étudiants. Et associer un dernier élément. Après, je vous pose une question sur les étudiants, justement. C'est associer aussi l'université, le monde de l'entreprise et des affaires. Oui. Qu'est-ce qui peut pousser, par exemple, un étudiant marocain de préférer aller en Europe de l'Est, par exemple, pour suivre un cursus et ne pas rester au Maroc? Il y a des pays avec lesquels ça fonctionne très bien. Hein, oui. Déjà, maintenant, il y a la plupart des étudiants qui choisissent d'aller vers l'Europe de l'Est, il y a quelques années, l'offre de formation dans certaines spécialités, la médecine, la pharmacie, l'architecture, n'est pas importante au Maroc, surtout au niveau privé. Mais actuellement, avec l'ouverture des universités privées, il y a une tendance, les étudiants choisissent l'enseignement au Maroc, puisque il y a un niveau de qualité très satisfaisant. Et le coût est parfois moins cher. Et donc, la tendance d'aller vers l'international, surtout pour ces niches, s'est réduite énormément vers l'Europe de l'Est. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, surtout dans les métiers à accès régulé, médecine, pharmacie, architecture, aujourd'hui, c'est possible. Donc, il y a un retour de tendance et c'est l'autre face de la médaille aujourd'hui. Maintenant, bien entendu, un étudiant, lorsqu'il choisit d'aller vers l'université, c'est la qualité de l'enseignement et l'employabilité. Ça, c'est très important. 9h16 minutes. J'ai retrouvé mon cerveau, bonne nouvelle, je suis avec Saïd Youssef et Taïbès ce matin. On va parler, je dirais, un tout petit peu de fiscalité 2026, puisque le projet de loi de finances pour 2026, désormais adopté, est en route vers l'imprimerie officielle, ça y est. Donc je vais vous poser la question qui était la question initiale du sujet. Quels sont les principaux changements après l'adoption du PLF? Alors j'ai quand même un professeur en économie et une des sommités de l'expertise comptable économiste. Donc, si vous deviez, on va dire, choisir des changements capitaux, importants. Alors, déjà... Pensez à nos auditeurs, qui vous écoutent. Alors, déjà, il n'y a pas beaucoup de choses en fait. Si ce n'est la généralisation de la retenue à la source. Donc là, ça va impacter les entreprises, notamment les PME et les TPE. En fait, on a généralisé la retenue à la source sur la TVA et l'IS. Avant, c'était uniquement l'État, grosso modo les entreprises de l'État et l'administration qui devait l'opérer. Maintenant, ce projet va l'étendre sur les grandes entreprises, dont les chiffres d'affaires dépassent 500 millions à partir de 2026, 350 millions à partir de 2027 et 200 millions à partir de 2028. Et donc là, finalement, l'objectif, c'est de vraiment généraliser cette retenue à la source. Et donc là, c'est le premier point. Et puis aussi, on a généralisé la retenue à la source sur les revenus locatifs. Avant, c'était uniquement appliqué pour les personnes physiques. Mais maintenant, même les entreprises soumises à l'IS ou les personnes physiques soumises à l'IR professionnelle seront aussi impactées par cette retenue à la source. Donc finalement, grosso modo, donc, les entreprises vont faire le travail de l'administration fiscale pour la collecte de ces impôts.
C'est bien pour l'administration fiscale, parce que ça, c'est évidemment, ça n'a pas de coût, le coût est réduit, mais c'est très mauvais pour les entreprises, notamment pour les PME, pour les petites et moyennes entreprises et pour les très petites entreprises qui vont certainement souffrir au niveau de la trésorerie de ces entreprises-là. Donc là, c'est regrettable, parce qu'en fait, on va affaiblir encore davantage les entreprises, notamment les PME, qui sont déjà faibles par toutes les crises qui se suivent depuis 3 années, les 3 ou 4 dernières années. Et donc, on va encore davantage les affaiblir. Alors, un autre point, c'est une pénalisation des transactions faites en espèces. Si vous voulez acheter un terrain ou une maison en espèces, on va vous surtaxer de 2%. Au lieu de payer 6% d'enregistrement, vous allez payer 8%. Au lieu de payer 8, vous allez payer 10, ainsi de suite. Donc, c'est une surtaxe des transactions financières, enfin des transactions immobilières qui sont faites en espèces. Là aussi, on fait ce qu'on veut, on pousse les gens vers la bancarisation. Donc finalement, si vous regardez donc, ces différentes nouvelles dispositions, elles sont toutes en faveur essentiellement des banques. Et ils sont en faveur des banques. Et on a l'impression que c'est le lobby bancaire qui a une chasse au cash qui est évidemment en faveur des banques. Oui. Donc on va encourager les banques, on va encourager les gens à aller plus vers les banques. Et puis pour les entreprises, les PME, comme on a asséché, comme l'État va assécher leur trésorerie, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont emprunter aux banques. Et donc, vous voyez qu'on a l'impression que c'est le lobby bancaire qui a travaillé sur cette loi. Sur cette loi, exactement. Vous voyez, donc à chaque fois, on retrouve finalement celui à qui profite, cette loi. Profite ce crime, je dirais pas le crime, mais à qui profite cette loi, c'est aux banques finalement. Voilà, c'est Taïbaïs, donc ça profite aux banques. 9h22, donc nous sommes le 9 décembre 2025. Déclaration de Taïbaïs. Est-ce que vous faites la même déclaration, Saïd Youssef ? J'ajouterais qu'on, d'un point de vue il y a bien des banquiers qui nous écoutent. Fiscale, d'un point de vue stimulation. Mais c'est bien pour les banques, en fait. Oui, c'est bien. D'un point de vue ingénierie fiscale, d'un point de vue stimulation à l'investissement, il n'y a pas beaucoup d'apports. Moi, je résume dire que tout simplement, l'objectif, c'est d'augmenter les recettes fiscales et plus de pression sur le contribuable et plus de pression sur les grandes structures. J'ajoute par rapport aux autres apports fiscaux, c'est la contribution de solidarité sociale. Donc on l'a maintenue pour encore 3 années. On a encore exonéré les sociétés sportives pendant 5 ans. Je dirais que c'est une bonne chose. Mais moi, lorsqu'on parle de la loi de finances, c'est le moment de faire un exercice. De voir est-ce que vraiment, de cette façon, on va encourager l'investissement. C'est vrai, la retenue à la source permet d'améliorer les recettes fiscales, mais je l'ai dit toujours, trop d'impôts, c'est l'impôt. Ça, c'est très important. Aujourd'hui, si on veut améliorer les recettes fiscales, nous l'avons dit en préambule lors de le démarrage de l'émission, élargir l'assiette, réduire les taux d'impôt. On ne peut pas avoir un taux d'IS plafonné à 37%, c'est beaucoup. On ne peut pas commencer l'IS à un taux de 20%. Parce qu'aujourd'hui, même la très petite entreprise qui décide d'aller vers la société, la SARL, va payer 20%. Donc il y a des aberrations au niveau des taux. L'IR encore. L'IR a un taux marginal de 37%, le taux. Ouais. Vous savez que lorsque je parle de taux de 37%, c'est un revenu mensualisé, une base de 15 000, 16 000 dirhams, vous êtes automatiquement à 37%. Donc c'est un grand débat aujourd'hui qu'il faut mener, et on doit comparer avec les pays émergents, parce que lorsqu'on parle des pays émergents, on doit avoir la même structure fiscale. Et par exemple, au niveau de la Corée, on a des taux de 20% en matière d'IS. Oui. On a des taux de TVA dans les pays émergents de 18%. Il y a des taux réduits de 10%. On cite beaucoup la Corée et d'ailleurs, à chaque fois dans le benchmark. Oui, dans le benchmark, parce que tu es un pays émergent, tu as une exportation, et on est dans la même configuration économique. On est un pays qui veut être exportateur et profiter de sa proximité de l'Europe pour aller vers le marché africain. Et donc, on va avoir la même philosophie. Je vais dire une chose. Pourquoi on veut taxer les banques à 40%? Est-ce que de cette façon qu'on va encourager l'installation des grandes banques internationales?
Avoir des bénéfices importants, bénéfices importants ne veut pas dire qu'il faut élargir l'assiette et drainer plus d'investissements vers le Maroc. En fait, je vais vous dire mon point de vue concernant donc, cette taxation des banques à 40%. En fait, moi, je serais pour la taxation des banques à 20%. Mais en fait, ce qu'il y a, c'est qu'on dit aux banques, vous allez payer 40% en plus. D'abord, c'est un frein à l'entrée pour les autres banques au niveau international. Deuxièmement, c'est qu'on fait énormément de cadeaux aux banques à tous les niveaux. Et puis finalement, on leur dit, en contrepartie... On l'a dit il y a 3 minutes. Voilà. En contrepartie, vous allez payer un petit chouïa en plus, vous allez payer 40% en plus. La Corée, c'est 27% les banques. Ouais. La Turquie, 30%. Ouais. Donc, moi, je veux bien qu'ils paient 30%, mais au lieu de déclarer 4 milliards de dirhams, ils vont déclarer 20. L'essentiel, c'est qu'au niveau global, on est gagnant. En fait, ce qui serait bien, c'est de baisser effectivement le taux des banques, mais d'ouvrir le secteur bancaire à tout le monde finalement. Parce qu'en fait, il y a pratiquement un oligopole aujourd'hui. Il y a quelques banques qui sont... Tout à l'heure, vous avez parlé de lobby. Voilà, il y a un lobby, effectivement. Il existe, il est réel. Même le ministre de la Justice en a parlé au Parlement. Donc il y a effectivement quelques banques qui sont sur place. Il faut ouvrir, justement, il faut mettre en place un cahier de charges. Celui qui veut créer une banque, il crée une banque, soit au niveau national, soit au niveau international. Malheureusement, ça n'existe pas encore. Donc, il y a un oligopole qui est fermé. Il y a un cercle qui est fermé, qui est très, très fermé. Et donc, on peut se permettre d'avoir, quand vous avez un oligopole, 40%, c'est pas grave. Parce que de toute façon, vous êtes le seul sur le marché. Et donc, c'est un avantage des deux parties. Donc, l'État profite et les banques aussi profitent. Oui. Mais c'est le consommateur qui paye. Oui, c'est sûr. Belle conclusion. Saïd Youssef, c'est vrai que vous nous parlez de Corée du Sud, vous nous parlez de Turquie. Ici, dans ce studio, on a beaucoup de débats sur les filières industrielles, récemment sur le textile, etc. Ouais. Et c'est vrai qu'à chaque fois, on dit mais pourquoi au Maroc, on n'est pas capable d'y arriver alors que ça marche en Turquie, ça marche pour d'autres types de produits, etc. Mais là, on a les réponses. Voilà, vous avez des goulots d'étranglement, vous avez des freins de blocage. Comme je l'ai dit, le taux de la TVA en Corée, par exemple, 10%. Donc, parce qu'aujourd'hui, il y a une règle fondamentale. Lorsqu'on augmente les taux, on augmente automatiquement la fraude, l'évasion et l'optimisation fiscale. Lorsqu'on réduit les taux, le secteur informel, on va l'intégrer dans la sphère économique réelle. Merci messieurs. Malheureusement, on avait, malheureusement, on avait une taxe de 10% de l'IS. Un impôt de 10% de l'IS pour les très petites entreprises, mais malheureusement, il a été supprimé il y a 2-3 années. Écoutez, on n'a pas le temps de faire les débats express, malheureusement. Il y avait plein de sujets sympathiques. Ce sera pour la prochaine fois. Merci à vous deux. Merci Taïb Es et merci Saïd Youssef. À très bientôt dans les décodeurs. Atlantique Matin, 7h-10h.